Salut tout le monde, on est mardi le 23 janvier, il fait pas chaud, il y a des gens qui ont le goût de partir dans le sud. On va vous mettre peut-être quelques bémols parce qu'il sera question d'aviation ce soir. Il y a eu des accidents qui ont été très spectaculaires depuis le début de la saison. Et on va parler avec Régent Tremblay aussi qui était allé à Dubaï en avion. C'est un voyage de 15-16 heures et il allait assister à un gala de boxe. Il est tombé malade là-bas, mais sérieusement. Il pensait qu'il était en train de se vider de sa vie, littéralement. Et il y a un médecin québécois qui s'appelle Maxime Lamirande qui était avec lui. Il lui a pas sauvé la vie parce qu'il n'était pas sur le point de mourir, mais il lui a facilité la tâche dans sa guérison. Et ce médecin-là va être avec nous parce que Régent a fait une rechute en Floride. Alors, il a été malade de la même bactérie. Il va nous expliquer comment il a soigné Régent, mais surtout comment on devrait soigner notre système de santé, parce que c'est un médecin qui se promène un peu partout à travers le monde. Et il s'est rendu compte que notre système est peut-être moins performant que ce qu'on pense. On l'a peut-être constaté pendant la pandémie quand on nous disait « Hey, ça n'a pas de bon sens, on est débordé beaucoup plus qu'en France parce qu'on avait moins de lits par 100 000 habitants. » Donc, il est assez critique, ce médecin-là. Il sera avec Régent. Nous allons parler de l'expérience de Régent et du système québécois de santé. Et avant toute chose, regardez les images. Ça, c'est arrivé au début janvier à la Japan Airlines qui est impliquée, vous avez vu en bout de piste l'explosion. En fait, il y avait deux avions qui sont entrés en collision. Il y a un avion qui attendait pour décoller, puis l'autre a atterri, puis il y a eu problème de communication, semble-t-il, et vous voyez le feu qui fait rage. Il y a eu des morts, 5 morts, et bon, on est en train d'enquêter là-dessus. Il y a eu 2 autres événements aussi qui laissent pantois les passagers éventuels, parce que je suis à l'aise en avion, mais pas tant que ça, puis probablement que vous êtes comme ça aussi, parce que quand on monte dans un avion, on donne notre vie dans les mains d'un pilote. Alors, il y a, au cours des derniers jours, à Miami, entre autres, un avion cargo, lui aussi, le moteur a explosé, et il y a eu des images aussi qui nous le montrent en feu. Il a atterri, il a réussi à atterrir. Et il y a cette autre tragédie, puis j'appelle ça une tragédie, même s'il n'y a pas de mort, parce que quand tu es dans l'avion, là, on va dire, tu as les fesses serrées assez solides. C'est un avion de l'Alaska Airlines qui a ouvert. C'est déchiré. Il y a un morceau de mur qui a été emporté par le vent ou par je ne sais pas trop quoi. On en parlera au cours des prochaines minutes. Et là, les passagers, vous voyez comment ils vivent ça. Ils sont à l'intérieur de l'avion et ils se demandent ce qui se passe. Et là, ils ont peur d'être aspirés parce qu'il y a du vent, il y a de la pression à ce moment-là. On va essayer de comprendre comment le pilote, lui, se sent au moment où tous ces événements-là arrivent. Je vous ai présenté ça là, un peu mélangé. Mais comment le pilote, lui, qui est aux commandes, va conditionner sa façon de faire, parce qu'ils ont été formés pour ça, donc ils sont supposés avoir les réflexes, mais il y a l'être humain derrière, c'est bien beau, de dire, bon, ben, je lis le protocole, c'est ça qu'il faut que je fasse, puis piton, mais lui aussi a un cœur et un cerveau, puis il peut avoir peur. Avec moi, quelqu'un qui a piloté pendant 35 ans, il est à la retraite, et il va nous décrire un peu ses sentiments quand il se trouvait dans les airs. Yves Larin, salut! Denis Lévesque, salut. Alors, 35 ans à piloter un appareil, tous les sortes d'appareils? Tous les sortes, disons, plusieurs types d'appareils, oui. Sur une carrière de 35 ans, évidemment, on ne vole pas seulement un type d'appareil. Quand on travaille pour une grosse compagnie aérienne, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, on peut choisir de piloter plusieurs appareils, oui, effectivement. Et dans mon cas, chez la compagnie pour qui je travaillais, j'ai volé 5 types d'appareils. Et est-ce qu'il y en a qu'on aime plus que d'autres? Bien, évidemment, c'est évident qu'il y a certains appareils qui vont être plus performants, plus agréables à voler. En ayant été là pendant 35 ans, j'ai commencé sur le 727, Boeing 727, qui est quand même un appareil qui ne vole presque plus. Et j'ai terminé ma carrière sur un Airbus 330 qui est nouvelle technologie, qui est quand même très, très, très performant. Alors, c'est évident que plus on a de la technologie, plus on a de l'aide, plus on a de la facilité de piloter l'appareil, alors plus c'est agréable. Alors, si vous voulez, on va décortiquer les vols dont il a été question dans l'intro, là. Prenons le premier, Alaska Airlines. Ouais. Il y a un morceau d'avion qui est vraiment aspiré. Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une porte qui n'était pas utilisée
Et puis, cette porte-là est sécurisée. C'est-à-dire, pourquoi cette porte-là n'était pas utilisée? Parce que ce Boeing-là, c'est un modèle neuf qui est configuré pour aller jusqu'à 220 passagers, je crois. Là, je vous dis des chiffres sans les avoir étudiés par cœur. Et Alaskan Airlines utilisait seulement que 178 ou 179 passagers. Donc, cette porte-là n'était pas utilisée, n'était pas nécessaire pour en cas d'urgence, c'est-à-dire que si on fait un atterrissage d'urgence et on doit évacuer tout le monde, si on a 220 passagers, ça nous prend tant de portes. Ça nous prend tant de portes pour évacuer dans un temps minimal. Si on a moins de passagers, on a besoin de moins de portes. Alors là, cet avion-là avait seulement que 178 sièges. Alors, ces deux portes-là, une de chaque côté, n'étaient pas nécessaires. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les remplace par, excusez l'expression, une fausse porte ou une plug plutôt, là, et qui est sécurisée là. Et that's it, on n'utilise pas ces portes-là. Ils sont recouverts. Le passager ne sait pas. On ne les voit pas. On pense que c'est une fenêtre, mais en réalité, c'est une porte avec une petite fenêtre. Alors, on va décortiquer un petit peu la relation, justement, entre le pilote, la pilote en l'occurrence, c'est deux femmes qui se parlent, une contrôleur aérien et la pilote de ce vol-là. On fera ça avec l'autre vol. Et là, on va davantage comprendre votre rôle à vous, comment vous vous sentez à ce moment-là. Alors, si on peut enfiler, Éric, les images. Approach Alaska 1282, emergency aircraft now leveling 12,000 and a left turn heading 340. Alaska 1282, foreign approach, good afternoon. You still have information, Zulu? Yeah, we do have information, Zulu. We'd like to get lower. C'est un vol qui décolle normalement. Le décollage se fait bien. Les autorisations sont pour aller initialement, je crois, jusqu'à 23 000 pieds. Et puis, il survient un problème. Elle dit, on est en train de dépressuriser. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, il y a trois types de problèmes de pressurisation là, qui sont en cause là-dedans. Le premier type, c'est-à-dire si vous décollez avec votre avion et l'avion ne pressurise pas, c'est assez évident. Ça, c'est parce qu'il y a un problème majeur avec le système de pressurisation où il y a eu quelque chose, l'avion ne pressurise pas. J'ai jamais connu ça, mais ça, c'est évident tout de suite, vous le savez. Ensuite, il y a un autre type, il y a deux types, en fait. Il y a une dépressurisation rapide, c'est-à-dire que la dépressurisation, ça se fait rapidement. Alors, ça sera causé par une explosion quelconque sur le fuselage. Et il y a une dépressurisation lente. C'est quoi une dépressurisation lente? C'est une dépressurisation qui est causée peut-être par une valve qui fonctionne mal au niveau de la pressurisation et qui laisse sortir trop d'air. C'est un problème qui est facilement détectable et qui n'est pas tout à fait la même procédure. Mais une dépressurisation rapide, ça le dit, le mot est rapide, c'est instantané. En dedans de 5 secondes... Est-ce que la pilote, elle le sait? Oui, on le sait absolument. Dans la façon de piloter, elle a senti quelque chose marche plus. Oui, absolument. La porte est vraiment... c'est évident, c'est évident. Écoutez, c'est évident. En dedans de 5 secondes, vous savez exactement quel type de problème de pressurisation que vous avez. Dans ce cas-ci, c'est une dépressurisation rapide. Alors, automatiquement, ce que le pilote a fait, le commandant va voir qu'il y a un problème majeur. Le bruit est omniprésent et il va tout simplement mettre son avion en palier. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va cesser de monter. Et puis, on va mettre, si l'autopilote est déjà engagé, s'il n'est pas, on va engager l'autopilote. Et puis, le commandant va partir une drill. Ce qu'on appelle, on identifie le problème. Alors, c'est Rapid Depressurization. C'est une dépressurisation rapide. Alors, si vous voulez, on va l'entendre un peu. Et moi, je vais écouter le ton. Écoutez le ton, puis on vous traduira après si vous ne parlez pas anglais. Mais vous compreniez que le pilote, là, la madame, il faut qu'elle soit vissée à quelque part dans sa procédure. Elle n'est pas en train de paniquer. Là. Écoutez bien, là, je pense qu'on est rendu au moment où on a annoncé qu'il y avait dépressurisation. We are emergency. We are depressurized. We do need to return back to. We have 177 passengers. Fuel is 18.8. Our fuel is 18,900 pounds, and we have 177 passengers on board. Class 1282, Roger. And do you need time to burn off some fuel before you land? Negative. Class 1282, so you're ready for the approach now? Is 28 left okay? OK. We need about 10 minutes for Alaska 1282. Alors, elle demande
avez-vous besoin de brûler de l'essence? Ça veut dire Ouais. que... ça veut dire, allez-vous... pensez-vous que vous allez cracher, ça? Ça veut Non, dire c'est quand pas, on demande à... oui, c'est pas nécessairement ça là, que le contrôleur aérien va lui poser des questions. Initialement, lorsque le problème arrive, le commandant va initier la procédure d'urgence. Le commandant va sûrement dire « I have control ». Ça veut dire quoi, ça? Je prends les contrôles de l'appareil. Ou le commandant peut donner les contrôles de l'appareil au premier officier en lui transmettant « You have control ». Dans ce cas-ci, on n'a pas cette communication-là parce que c'est une communication interne dans le poste de pilotage. On démarre une procédure d'urgence suite à un événement majeur. Alors là, le commandant va faire la checklist, c'est-à-dire que si c'est un problème de pressurisation, comme le cas, on va mettre nos masques à oxygène. Quand on peut entendre la dame parler, on l'entend respirer à travers un masque à oxygène. La première chose qu'on fait, c'est qu'on met un masque à oxygène. Pourquoi? Parce qu'on est à l'air ambiant et puis on ne veut pas perdre connaissance au contrôle de l'appareil. Et les passagers, eux, aussi ont enfilé leur masque. Là. Étant donné, oui, les masques tombent tout seuls. Quand la cabine dépasse 14 000 pieds, les masques pour les passagers vont descendre automatiquement. Ça doit être paniquant. Ben, un trou, il n'y a c'est- plus de porte, puis ça te tombe dans la face. Oh là là. ça tombe. Mais ce sont des événements qui sont normaux dans le sens de l'urgence qui est en cours. La chose que je veux que vous compreniez, c'est que le commandant a appelé une checklist. On commence à faire la checklist et là, on a tous les deux nos masques à oxygène. La procédure dit, le commandant va dire à son premier officier, j'ai mon oxygène. OK, Le je premier suis capable de officier, respirer, là. on est les deux, on est sécuritaire, on a de l'air. Bon, maintenant, on vient de s'apercevoir qu'on a une rapid depressurization. La cabine est à 0, ça veut dire que l'air ambiant et l'air extérieur est la même. On n'a plus de pressurisation. Maintenant, on va devoir descendre. Alors, le commandant va prendre en situation ce qui se passe et va dire, OK, est-ce qu'on fait une descente d'urgence? C'est la prochaine chose qui va se passer dans le poste de pilotage. Et comment il décide ça? Vous me parlez de checklist. Il regarde, OK, il va regarder, c'est ça. Dans la checklist, il va Checklist, regarder. ça apparaît. Ça Est-ce apparaît que normalement. c'est sur un papier maintenant? Non, c'est plus là-dessus, un papier. là. Maintenant, ça apparaît sur un écran entre les deux pilotes, au centre de l'appareil. Chaque action doit être faite et une fois qu'on fait l'action, la ligne disparaît. Ah, OK. On Alors, dit, bon, on doit... c'était le piton. Puis Exactement. OK. Alors, il y a des actions qui sont faites, mais et le commandant, lui, mène le bal, c'est-à-dire qui active les checklists. Dans ce cas-ci, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on descend rapidement ou on descend d'une façon moins rapide? On n'est pas à 35 000 pieds, on est à 16 000 pieds. On n'a pas besoin de faire une descente d'urgence rapide parce qu'à 16 000 pieds, vous et moi, on peut respirer encore très longtemps. Maintenant, on sait qu'on a un problème structurel. Alors, est-ce que la porte est partie? Il y a une très bonne idée que la porte est partie. Et la question que moi je me serais posée, là, je suis assis, passager, l'avion va-tu craquer d'ailleurs? Non, absolument pas. Non. Absolument pas. Non, Mais c'est pas ça. donc les pilotes n'ont pas envisagé non, ça. Une fois qu'elle est partie à la porte, il n'y a pas d'autres morceaux qui risquent de partir. Non, on ne le sait pas encore, mais on a une bonne idée parce que l'avion se vole normalement. OK. C'est-à-dire oui, c'est là que vous le voyez. Là. Le commandant vole, l'autopilote vole l'avion, les contrôles, le pilote vole et il voit qu'il est capable de garder le plein contrôle de l'appareil. Et dans ce cas-ci, il y avait plein contrôle de l'appareil. Alors, c'est pas comme si l'avion tourne sur le dos, c'est une autre histoire, mais c'est pas le cas. L'avion est très, très bien contrôlable. Alors, on sait qu'on n'a pas de problème majeur suite à la porte qui a parti, qui aurait peut-être pu accrocher le gouvernail arrière, qui aurait pu faire des dommages. On n'a pas parce que tout le reste fonctionne bien, façon de parler, et on a le contrôle de l'appareil. Maintenant, on a un gros trou. Faut descendre. Étant donné que c'est structurel, est-ce qu'on va descendre rapidement? Non. On va descendre à une vitesse quand même qui permet aux gens de respirer normalement. Le bruit est en conséquence. Plus l'avion va vite, on n'entendra absolument rien à l'intérieur. Et les agents de bord doivent préparer leur cabine en conséquence. Alors, est-ce qu'il y a une communication? Là, on est rendu une communication, vous êtes oui. dans votre checklist, Ouais. vous parlez à la tour de contrôle, mais les agents de bord qui parlent aux passagers, ils savent quoi faire? Est-ce qu'ils ont eux aussi des procédures? absolument. Ils savent quoi dire? Oui, absolument. Eux autres sont pleinement au courant de ce qui se passe. Là. Mais vous leur parlez? Ben, on leur parle. On peut leur parler, oui, dépendamment de si on peut le faire. Dans ce cas-ci, il y avait des problèmes un peu de communication, étant donné qu'il y avait beaucoup de bruit dans la cabine qui est causé par le vent. Alors oui, effectivement, on va leur parler, puis on va donner nos instructions à la chef de cabine.
Est-ce que ça a été fait? Je ne peux pas vous le confirmer. Là. L'enquête va le dire. Et on va faire une descente qui nous permet de descendre à 10 000 pieds, qui est le chiffre magique. Vous et moi, à 10 000 pieds, on peut respirer normalement pendant très longtemps. Et suite à ça, on va planifier le retour. Alors, on va écouter justement comment ils ont planifié ça. Là. On va écouter un petit bout de la conversation entre la pilote qui est dans l'avion et la tour de contrôle. Alaska 1282. 2, Roger. Just let me know when you're ready. We'll let you know, Alaska 1282. That was coming in a little bit unreadable, very quiet, phone took 85. The only information we have is a pressurization issue and 177 passengers, 18,900 pounds of fuel, and as of right now, we do not know the intentions of the aircraft. Phone took 85, copy all. The emergency aircraft will be the next arrival. They are on a 2-mile final, and you can expect access to the runway after they land. Alors, encore une fois, on voit qu'on parle d'essence, là, du fuel. Là, c'est important, ça? C'est important, oui. Dans la séquence, présentement, lorsque vous avez un problème majeur, parce que c'est un problème majeur, on doit déclarer une urgence. C'est-à-dire que, comment on fait ça? Normalement, on emploie les 3 termes internationaux. Mayday, 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 3 fois. Oui, on entend ça. Là. Il y a même une série qui s'appelle Mayday. Là, Qu'est-ce que ça fait quand on dit ça, là, dans un poste de pilotage, et puis on envoie ça sur les ondes, et puis on parle au contrôleur? Lui, automatiquement, sait qu'il y a une urgence majeure. Alors, et tous ceux qui sont sur la fréquence aussi entendent la même chose. C'est qui tous ceux qui... Il y a d'autres avions qui vont être sur la fréquence. Okay. Tout le monde se tait parce qu'ils savent qu'il va y avoir une communication prioritaire entre le centre de contrôle qui parle à l'avion et l'avion. Mm-hmm. Alors, il va y avoir des échanges qui vont se faire entre les deux. Bon, il y a un début d'échange qui se fait. C'est quoi le problème? On a perdu la pressurisation. On veut descendre, descendez. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez aller? On veut revenir à Portland. Et le contrôleur aérien va demander de l'information concernant l'avion. Combien de passagers vous avez à bord? Parce que l'équipe au sol, l'équipe d'urgence au sol, eux, s'ils doivent... ont besoin de savoir combien il y a de passagers à bord. Combien d'essence vous avez à bord de votre avion? Est-ce que vous avez beaucoup d'essence ou vous avez le minimum requis? S'il y a un problème avec le feu au sol, bien, l'essence va être un facteur important. Alors, on doit transmettre ça. On doit transmettre aussi si on transporte du matériel dangereux qu'on appelle, qui est permis de transporter certains produits à bord de l'avion qui ne sont pas dangereux pour l'avion, mais on les appelle quand même les fameux hazmat. On doit leur dire, oui, on a des hazmat dans tel cargo. On doit leur dire ça. On leur donne l'information pertinente. Le contrôleur aérien, lui, ça lui donne une façon de dire, bon, OK, il y a un avion qui s'en vient, ils ont tant de passagers, ils ont tant d'essence, et ils ont des choses dans le cargo en bas. Alors, c'est de l'information qui est donnée, c'est de l'information standard. On le donne, cette information-là. Et, avez-vous eu des moments stressants, vous, comme ça, dans votre carrière? Bien, des moments stressants, non, pas vraiment. Écoutez, j'ai eu une très belle carrière. Et puis... Parce que vous pensez qu'elle a été stressée, la pilote? Bien, on est stressé. Chez elle, se mettre les 2 pieds sur la bavette du poil, dire hey, j'ai une belle journée tranquille au travail. Écoutez, le stress, c'est une chose, comme vous l'avez mentionné, on est des êtres humains, le stress, ça existe. Il y en a qui font face beaucoup plus facilement que d'autres. En tant que pilote, on doit être capable de le gérer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas stressé. Alors, il faut gérer ce stress-là, et c'est une chose qui s'apprend par les simulateurs de vol, par la formation en vol et par la pratique d'urgence. On pratique tous les types d'urgence dans un avion. On n'espère jamais avoir à faire ces choses-là, mais on est préparé pour le faire. Mais là, quand c'est dans la vraie vie, ça devient un automatisme. Oui, je vais devenir stressé, mais je sais exactement quoi faire. Pousser l'adrénaline, c'est un peu comme c'est quand un peu on ça. fait de la TV, oui. On est comme ça. Là, on se dit, oh, là, je ne suis pas dans le simulateur de vol, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai appris dans le simulateur de vol? On met ça en pratique. Et puis, on le fait tellement souvent qu'on vient un peu robotique, c'est-à-dire qu'on fait des choses sans vraiment s'en apercevoir parce qu'on les sait tellement par cœur et on les a tellement bien appris que les procédures se font. Mais quand même, vous les avez apprises, oui. Vous les savez par cœur, mais il y a un tableau qui... Il y a un tableau, absolument. Il y a certaines choses... sûr qu'on l'oubliera oui, pas. il y a certaines choses qu'on doit faire, comme... Le tableau ne vous dira pas de mettre vos masques à oxygène, tu sais. Le masque à oxygène, c'est la première chose qu'on apprend à faire. C'est un réflexe, c'est-à-dire que des pressurisations, la première chose que tu sais, tu as un masque à oxygène en face. Comment ça se fait? C'est un automatisme, tu sais. Alors, c'est des choses qu'on fait
par cœur. Puis il y a d'autres choses qui sont là pour nous aider, justement pour compenser pour la partie de stress, la partie de surprise surtout, qui est impliquée. Alors, on fait ça. Il y a toujours le fameux 3 couleurs. Vert, la vie est belle. Jaune, il va falloir faire quelque chose. Rouge, on le fait tout de suite. Elle était dans le rouge. Elle était dans le rouge, alors on le fait tout de suite. Bon, il faut qu'elle atterrisse à un moment donné. Oui. Ça se passe comment l'atterrissage? L'atterrissage, oui. Écoutez, encore là, est-ce qu'on est en contrôle de l'appareil dans ce cas-ci? Oui. L'appareil se vole très bien. Okay? C'est juste un appareil qui a une grande fenêtre qui est ouverte. Y a plus de, on a la même pressurisation, on a la même pression qu'extérieur-intérieur. La température est froide, donc on veut ramener nos passagers le plus vite possible pour pas que tout le monde gèle de froid. Et c'est tout simplement de décider, selon les checklists, qu'est-ce qu'on fait et comment qu'on va faire l'approche. Habituellement, la décision est assez simple. On suit les checklists. On prépare l'avion pour l'atterrissage et on vient atterrir. C'est des choses qu'on pratique régulièrement. Vous pensez qu'elle a eu congé après ça? Bien, disons disons congé, oui, sûrement, parce qu'une fois que vous avez fait ces choses-là, l'adrénaline descend. Et on doit faire ce qu'on appelle un debriefing, c'est-à-dire que de s'asseoir, relaxer et de discuter de ce qui s'est passé avec tout le monde, puis d'avoir les commentaires avec tout le monde. Et puis, c'est surtout un processus d'apprentissage encore suite à ce qui vient de nous arriver. C'est une chose qu'on fait. Est-ce que ça use à la longue? Parce que j'ai une amie qui était agent de bord chez Air Canada. Ouais. Elle a fait ça pendant 25 ans, 30 ans. Elle a pris sa retraite, puis l'ont envoyée dans les bureaux comme agent de bord parce qu'elle disait « j'ai plus les nerfs ». Pour subir la turbulence. Oui, absolument. Parce que la turbulence, des fois, elle a dû se ramasser à 4 pattes. Là, puis, j'avais aussi peur que les gens qui sont assis. Là, oui, absolument. La turbulence, c'est toujours un facteur qui n'est pas agréable pour les passagers. Mais pas pour les agents de bord, non. Non plus, absolument aussi. Souvent, pour les pilotes, c'est quelque chose de désagréable aussi, mais les avions sont faits en Vous n'avez pas peur, vous, quand on n'a pas peur. Écoutez, on l'évite. Puis la turbulence, si M. Lévesque, vous partez de Montréal, puis vous allez à Paris, et puis il n'y a aucune turbulence de Montréal à Paris, allez vous acheter des 649, ça presse. Parce que la turbulence, c'est comme se promener sur une rivière en chaloupe. Mais il y a des fois, il y en a pas mal plus que d'autres. Il y en a pas mal plus. Des fois, il y a plus de courant sur la rivière. On se fait brasser plus, mais c'est pas la fin du monde. On est en chaloupe, on voit. Mais n'empêche que c'est votre travail. Et les passagers qui étaient sur Alaska Airlines sont vus proposer une compensation de 1 500 $, quelque chose du genre. Mais il y en a qui ont dit hey, non, ça ne marchera pas comme ça. Ils poursuivent. C'est évident. C'est évident qu'il faut poursuivre. Mais comment tu fais pour monter d'un avion après? Je vous le disais tantôt, j'ai eu peur de l'avion. Avoir vécu ça, ça m'aurait pris 10 000 pieds en arrière pour rentrer après. Écoutez, pour le commun des mortels, c'est sûr que c'est difficile de... Juste voir tomber ça, le trou, le changement d'air, il va faire froid pour ça comme ça. Eux autres ont eu le baptême, on dit le baptême de l'air, eux autres l'ont eu solide. Un baptême ils ont eu de l'air en masse, là. Alors, ils l'ont eu solide, et puis effectivement, les gens restent marqués par ces choses-là. Même moi, peut-être, si j'étais assis en arrière comme passager, de vivre cette situation-là pour le vrai, j'aurais fait le saut. C'est comme ça que ça se passe, en arrière. Mais encore là, c'est un moment qui est difficile à passer, mais le résultat a super bien été. Là. Tout le monde a fait sa job en avant, et puis on a atterri. Fait que le système fonctionne, la formation fonctionne. Ben moi, tu vois, un petit bébé de critique dans moi, c'est le gars qui a décidé de partir en vol malgré les clignotants. Oui, mais encore là, c'est pas clair. Ça, aller voler juste au-dessus du sol plutôt que de la mer. Moi, mourir dans la mer ou mourir écrasé sur une montagne. Encore là, ça va rester. L'enquête va déterminer exactement. Je sais, vous patinez là-dessus. Non, mais je patine pas, mais j'essaie de vous rassurer avec ça que moi, je partirais pas si ça fait pas mon affaire. Puis tous mes collègues sont pareils. Il y a un autre cas aussi spectaculaire. Je pense qu'on a des images où ça se passe à Miami. C'est un avion cargo, donc il n'y a pas de passagers comme tel. Mais pour le pilote, ça induit une bonne dose d'adrénaline dont on parlait tantôt. C'est-à-dire que on le voit là. Un moteur explose, ça prend feu. Il doit ramener le véhicule à son endroit de départ. Alors, comment ça se passe? Oui. C'est assez spectaculaire, cette séquence-là. Puis encore une fois, on peut voir que les procédures fonctionnent à merveille. On va l'écouter. Ils ont fait un bel job, les gars. OK, on va l'écouter s'expliquer à la tour de contrôle, puis vous m'expliquez après coup, vous, comment ça se passe. Oui, absolument. Flight 2995 Heavy, 1700 climb 5.
Sky 95 Heavy, my mid departure. Good evening, radar contact if you need it. Speed is your discretion. Climb and maintain 16,000. 16,000, Giant 095. Mayday, Giant 095 Heavy, engine fire. Request vectors back to the airport. Sky 95 Heavy, roger. Just climb and maintain 3,000. If you're through it, you can go to 4. You're cleared to Miami International via radar vectors, flighting 180. 180, Giant 095. Sky 95 Heavy, advise how many souls on board and fuel on board. You can expect the LS runway 9. Do you need time to burn fuel, or are you guys going to be good going? No, we'll go ahead and land. We have 5 souls on board, and we have about 5 hours of fuel on board. Okay, how many souls did you say? 5, sir. Roger. Sky 95 Heavy, turn right, heading 240, and I did miss it. How much pounds and time for the fuel? We have 53 tons on board and heading 240, John 095 Heavy. And do you have a time for it as well? About 5 hours. Cet accident-là, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais c'est presque une session de simulateur que tous les pilotes pratiquent. Parce que le gars était vraiment bon. Il a été excellent. Ouais. Et puis, c'est ces choses-là qu'on pratique dans le simulateur de vol. C'est identique. C'est-à-dire qu'au décollage, l'avion a quand même 53 tonnes de fuel sur un 747. C'est un 4 moteurs. Après le décollage, un feu moteur. Bon, c'est un scénario que les pilotes pratiquent régulièrement. Alors, on peut voir que les pilotes sont très à l'aise parce qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont appris dans le simulateur de vol. La procédure a été très bien suivie. On a le Mayday, il en manque un, mais c'est pas grave. Mayday, c'est 3 fois, mais il y en a 2. L'ATC, c'est exactement ce qui se passe. Le monsieur a un problème, et puis, bon. Et les procédures se suivent. Alors, le commandant a dû dire, bon, I have control ou you have control. Le commandant décide qui va voler l'avion et qui va lire la checklist. Dans ce cas-ci, on ne le sait pas, mais ça a été donné et le commandant va partir le bal. Checklist, engine fire, number 2. Alors, le premier officier ou le commandant, dépendamment de qui va lire la checklist, procède avec le checklist. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que, on a eu une lumière rouge qui s'est allumée parce que c'est un feu. Et puis, les procédures vont apparaître. Je vous fais ça un petit peu. Le moteur à ce moment-là? On éteint le moteur. Oui, les procédures, on arrête le feu. Alors, les procédures vont apparaître. Et puis, on va tout simplement fermer le moteur jusqu'à aller à faire fonctionner les instincteurs pour éteindre ce feu-là. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans le cockpit. Premièrement, on contrôle l'avion. C'est un 4 moteurs. Il y en a un qui monte. Ça va assez bien. Dans le cas d'un 2 moteurs, il en reste juste un. Alors, la procédure est un petit peu plus sensible dans le sens que la pression va monter sur les pilotes. Mais dans ce cas-ci, un 4 moteurs, un moteur, je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais on voit que l'avion est sous contrôle, tout va bien, la procédure se suit et c'est enclenché, ça va bien, on monte et là, on décide de ce qu'on fait. On n'a pas le temps exact où le pilote ne transmet pas l'information que le feu est éteint, ça, on ne l'entend pas, ça. Mais ils ont réussi à éteindre le feu, ça, c'est sûr. Ils sont revenus, puis ils ont fait une procédure plus rapide pour revenir atterrir. Et puis, les procédures se suivent. Les images sont spectaculaires. Spectaculaires lorsque ça arrive. Mais les checklists embarquent et on suit tout simplement le protocole des checklists. Et ça a été bien fait. On voit aussi que le premier officier ou le commandant qui parle, je ne le sais pas encore, la voix très reposée, très calme, tout est sous contrôle. Alors, on a calmé la situation, c'est sous contrôle, ça va bien, on suit nos checklists, puis on prend des décisions. Est-ce que ça va être un atterrissage en surpoids parce qu'on vient juste de décoller, on a beaucoup d'essence? Non. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Les deux discutent et puis on va donner un briefage sur l'approche qu'on va faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, on fait une approche un peu plus serrée. On va rentrer, d'un coup que le feu reprendrait, on ne veut pas ça. Alors, ils décident de revenir. Alors, ça s'est fait très, très bien, d'une façon spectaculaire aussi. Avez-vous des cours de pose de voix? Parce que c'est ça, justement, on Oui. voit les gars ont l'air à se parler. On dirait Oui. qu'ils font un effort pour parler. Oui. Parce que j'ai déjà eu quelques incidents en avion. Puis une fois, j'étais sur British Airways, j'arrivais de Londres, puis on atterrissait à Paris. Puis l'atterrissage, ça s'est fait. On était en haut, en bas, à côté. Bang! On tombe sur la piste et le gars, le pilote, prend son microphone et il dit It's one of these days. C'est la voix bien bas, là. Puis tu as l'impression qu'il est en train de te dire il n'y avait vraiment rien là, mais tout le monde est blême. Les agents de bord aussi, on ne sait plus. Mais lui, il parlait comme un baryton. Bon, est-ce que ça fait partie de la formation? En fait, c'est quand on était un équipage, c'est le mot le dit, on était une équipage.
Et ça va être au commandant de donner le ton aussi. Mais c'est important, le ton. C'est très important. C'est très important. Un commandant peut souvent calmer son premier officier s'il voit qu'il est un peu énervé. Ou ça peut être le contraire aussi. Ça peut être le premier officier qui va dire au commandant, ça va bien, on relaxe. C'est un travail d'équipe. Et c'est ce qu'on apprend à faire quand on est un équipage. On apprend à travailler en équipe. C'est-à-dire que les décisions, si on est 2, les décisions sont prises à 2. Si on est 3, les décisions vont être prises à 3. Alors, c'est ce qui permet de respirer par le nez, comme on dit, et puis de s'en sortir facilement. Dans ce cas-là, ils s'en sont sortis facilement parce que les procédures fonctionnent. Alors, ça a été un grand plaisir, Yves. Je pense qu'on va collaborer assez régulièrement. Le prochain accident d'avion, j'espère qu'on on espère que non. On espère de ne pas en avoir des accidents d'avion. C'est mal parti pour cette année. On n'en veut pas. On a eu assez, là, on n'en veut pas, mais le résultat de ces 2 accidents-là est quand même... écoute, il n'y a pas eu de personne de blessé, puis c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'il faut se raisonner quand on prend l'avion, que c'est beaucoup plus sécuritaire qu'en automobile. Absolument. Écoutez, ces pilotes-là, moi, je l'ai été entraîné, c'est-à-dire que quand vous êtes pilote de ligne, vous devez renouveler votre licence, dépendamment du type d'appareil que vous volez, à tous les 6 mois. C'est pareil comme je vous demandais à vous, M. Lévesque, dans 6 mois, tu vas repasser ton test de conduite avec un examen écrit et avec un test sur la route. À tous les 6 mois. Ouais. Si tu ne passes pas, tu prends plus ta voiture. Oh! Tu te prépares. Tu te prépares quand tu arrives. Nous, c'est comme ça. Fait qu'on est dans une formation perpétuelle, je dirais. Et puis, ça devient une façon de vivre, ça devient une façon de travailler. Puis c'est surtout une façon de nous donner confiance à nous et qu'on peut voler un avion en toute sécurité, je vous le dis. Bon, ben merci beaucoup, Yves. À la prochaine. Plaisir. On va maintenant vous raconter ce qu'a vécu Régent Tremblay au cours des derniers mois. Il a annoncé qu'il quittait le Journal de Montréal. Depuis ce temps-là, on le voit un peu partout, mais on ne l'a pas vu à un moment donné. On se demandait où il était rendu. Ben, il était loin. Il est parti à Dubaï. Il y avait un gala de boxe. Il a failli mourir là-bas. Avec moi, Régent Tremblay. Salut, Régent. Allô, c'est à Riyad. À Riyad. Oui, le combat de Tyson Fury. Ah oui, c'est vrai, le fameux championnat. Et il y avait Simon Keane. Puis que Simon Keane, indirectement, qui m'a quasiment sauvé la vie, parce que son ami et médecin, Maxime Lamirande, accompagnait Simon Keane. Alors, tu vas nous raconter ça. OK. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que tu as eu une espèce de bactérie, tu ne savais pas trop ce que c'était, tu as failli mourir là-bas, puis tu as eu une rechute après ça en Floride. Ouais. Alors, allons-y, mettons, chronologiquement. Comment ça commence? Je vais faire le défilé de mes maladies. Vas-y avec la principale. La principale, c'est que ça... Non, pas une maladie mentale, j'espère. Mais le journalisme est une maladie mentale. Donc, ça a commencé... J'ai fait le voyage à Riyad. Donc, Montréal, Francfort. J'ai pas bu. J'aime pas boire dans les avions, puis j'aime pas ça. Puis, donc, et rendu à Francfort... Pendant 4 heures, j'ai parlé avec Makhmoudov, le gros géant qui est un musulman. J'en ai appris plus sur Allah puis Mahomet que dans toute ma vie. Et c'était tellement fascinant que j'ai pas bu. Puis dans le vol de 5h20 pour Riyad, Francfort-Riyad, j'ai pas bu non plus. T'as pas bu une seule goutte de quoi que ce soit? Du tout, pas d'eau, rien. Ouais. Rendu à Riyad, tu sais, on est arrivé vers 6h30, 7h, puis là, on est allé souper, puis ça n'a pas donné. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai pas pris un jus, pas pris une diète. Rien. Puis là, quand je suis allé me coucher vers 9h30, dans la nuit, j'ai commencé à me réveiller, là, mais je grelottais comme... Je peux pas dire comment est-ce que j'ai grelotté. Je voulais appeler pour essayer de donner une nouvelle. Je n'étais pas capable d'avoir les touches sur le téléphone. C'est la fièvre ou? C'est sans doute la fièvre. Et puis là, j'ai réussi à me lever pour m'habiller. C'est tout ce que j'avais. T'en vas à Riyad, dans le désert, t'amènes pas de la laine. Ouais. Fait que j'ai mis des t-shirts, puis des... Je voyage toujours très chic, évidemment. J'avais 3 sweatpants pour la semaine. Ça doit être beau à voir. Oui, c'était très joli. Et... Là, c'est drôle, j'ai eu l'instinct, c'est comme si j'étais déshydraté, parce que j'ai vu des coureurs de marathon ou des coureurs de 10 000 mètres qui, à un moment donné, ils viennent sur le bord ils sont obligés d'arrêter puis ils se mettent à trembler avec des mouvements désordonnés. Tu as dû voir ça aussi. Ah ouais. Et là, mais je suis resté couché. J'étais pas capable. Puis quand je me levais pour aller aux toilettes,
mettons, c'était assez embêtant, mais je me rendais pas aux toilettes. C'était pas capable de stopper ça. Ah, ouais. Alors non. Mais là, tu urinais quoi si tu n'avais pas bu? Ben là, mais j'ai commencé à boire vers 3 heures du matin. Okay. Vers 3 heures du matin. J'ai essayé de boire un peu. Puis là, j'ai dormi. J'étais pas capable de me lever. Et à un moment donné, j'ai appelé Julie. Ça allait que c'était assez incohérent, mettons. Puis j'ai dit, je peux pas te parler, j'ai la COVID. Ma réaction... Et ta blonde s'est inquiétée tout de suite parce qu'elle a dit, il sait pas ce qu'il va. Ben, elle a appelé Virginie Assali de Eye of the Tiger, puis qui, elle, a parlé au médecin. Fait que là, mais où je pense que Julie a capoté, puis j'ai fait une chronique. Il était 3 heures de l'après-midi à Riyad, donc il était 8 heures du matin à Montréal. J'ai fait une chronique, mais ça a l'air que c'était... je me souviens pas ce que j'ai dit. C'était tellement sans queue ni tête qu'ils l'ont même enlevé. Ils ont tout enlevé. Et là, ils sont rentrés dans la chambre. Le docteur est arrivé dans la chambre avec Virginie, je pense. Mais, tu sais, ouais, ça va, je vais descendre. Mais je n'étais pas capable. Puis là, vers 5h, 5h30, j'ai descendu finalement. J'ai dit, il faut que j'aille prendre une bouchée. Puis Julie appelait, va manger, va prendre une bouchée. J'ai descendu en bas. Puis là, Maxime, le docteur Lamirande, il m'a regardé, puis j'étais encore debout. Je n'étais pas assis, même pas. Je venais d'arriver. Il me regarde, puis il dit, Régent, il dit, à ton âge, là, une infection urinaire, et je pense que c'est ça que t'as. On rit pas avec ça. Là, ça peut vraiment déraper dangereusement. Puis il dit, si on fait pas quelque chose, là, dans une couple d'heures, tu vas rentrer à l'urgence pour la semaine, tu trouveras pas ça drôle. Ah ouais? Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais si tu veux que je fasse, je t'arriade. Puis honnêtement, j'étais tout croche. Donc, tu es allé dans une clinique privée là-bas? Ouais, on est arrivé à 9 h. 5 minutes de taxi. Et ça, je me rappelle très bien, il était 9 h. Puis ça a pris... Je me suis assis parce que j'avais de la misère à me tenir debout. C'est Virginie qui est allée régler ça avec la carte de crédit. Puis je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vais te décrire ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu. Vers 9h10, je rentrais dans le bureau du médecin, à peu près 45 ans, qui avait passé 7 ans à Cincinnati. Fait que là, tout de suite, j'ai dit, hey, vous devez connaître les Bengals puis les Reds. Oui, puis il dit Pete Rose, Joe Morgan. Il a commencé à me parler des anciens des Reds. Probablement tu vis à Cincinnati, tout le monde te parle de Joe Morgan puis de Johnny Bench. Mais moi, ça m'a tellement rassuré. Là, ça se déboule après ça. J'ai pissé dans une petite éprouvette, là, prise de sang. Puis après ça, ils m'ont passé une échographie des 4 organes principaux. De même, là. Tu niaises pas 12 heures à l'urgence. Parce que ce dont on va parler au cours des prochaines minutes, c'est justement, tu as constaté... Comment c'est efficace. La différence entre le système québécois puis ailleurs. Parce que tu as fait une rechute. Bon, tu as réussi à t'en sortir à cause du docteur Lamirande, à qui on parlera tantôt. Mais tu reviens en Floride, puis tu fais une autre rechute. Là, ils m'ont donné 3 jours de suite des injections d'antibiotiques, plus une médication. Là, j'avais l'air correct. Je reviens. Donc, tu reviens. Puis je bois dans l'avion. Ouais. Puis je m'en vais en Floride. En Floride, je suis correct. Je me sens correct. À un moment donné, le 23, ça s'oublie pas, le 23 novembre. Et la veille, je vais faire une longue ride de moto. Évidemment, je n'ai pas bu, puis je ne me suis pas occupé de ça. Mais fait que le soleil de la Floride, au mois de novembre, il faisait 30 degrés. Le lendemain, je grelotte dans l'après-midi. Là, je dis, hey, la même chose qu'avant. Oui, j'ai peur. Je vais, vers 4 heures, je vais aux toilettes pour uriner. Puis là, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, ça t'est jamais arrivé, puis je te le souhaite pas. C'est du sang qui sort. Aïe, aïe. Mais pas une goutte, là. Alors, je dirais facilement un demi-litre. Ça, c'est paniquant. Paniquant, tu dis? Fait que là, mettons qu'on avait des amis, le souper, ça a été vite, puis il n'avait pas trop le goût de jaser. Puis là, je suis allé à l'urgence de l'hôpital John Fitzgerald Kennedy, à Lake Worth. Puis là, ça n'a pas niaisé avec le POC. On est arrivé là. Julie, elle, appelait pour avoir les numéros de la compagnie d'assurance au Canada.
Ben, elle a donné les numéros, puis on a réglé ça. Et ça a pris 5 minutes. Encore là, tu as vu une grosse différence avec le Québec. C'est un autre univers. En Floride et à Riyad, ça n'a pas rapport avec nous. Mais tu payais, par exemple. Oui. Mais tes assurances sont remboursées après coup. Mais oui, puis tu sais, il faut bien faire ça. Les gens qui voyagent, là, vous appelez l'assurance pour tout de suite ouvrir le dossier avant. Ouais. Mais il faut faire ça vite. À l'urgence, ça fait 2 fois, mais ça me prend en bas de 5 minutes, c'est réglé. Et là, donc, là, il y a eu des antibiotiques, tu sais, au galon, puis une médication. Le mardi, c'est l'hôpital qui m'a appelé. Ils ont dit, on a trouvé des traces de bactéries dans votre sang. Fait que là, je suis retourné. Là, j'ai passé 2 jours à l'hôpital. Puis là, j'ai pas été capable, à l'urgence, ils m'ont mis dans un coin tranquille, mais pas dans une chambre, parce qu'il y avait des Québécois à l'urgence. C'est-à-dire, les Québécois qui sont malades, il y en a qui ont trouvé le truc. C'est mieux là-bas. On parle de plusieurs, là, pas loin au moins une dizaine. Il y avait une dizaine de Québécois qui se faisaient soigner. Mais là, je vais aller vite, là, mais ce qui m'a assommé, c'est 2 semaines après. T'sais, avec les antibiotiques, je suis correct. 2 semaines après, j'avais rendez-vous avec l'urologue. Le mardi, Dr. Cohen. Si vous voulez y aller, là, à Lakeworth. Dr. Cohen, je vais là, 36 ans, il est sharp, il me regarde, analyse d'urine, 15 minutes après les résultats, etc., la prise de sang, tout. Il dit, franchement, là, il dit, vous êtes bien hydraté, il n'y a plus de bactéries dans votre urine, je pense que vous êtes correct. Puis, je pars. Le vendredi, le jeudi, ça commence. J'ai les testicules gros comme des oranges. T'étais correct, mais pas tes testicules. Ouais. Le vendredi, 2 pamplemousses. Là, t'es devant le miroir et tu te dis, écoute, non, je sais pas que ça prend des couilles, faire mon métier. Donc, tu avais la bactérie dans les couilles, c'est ça? Il est allé se cacher dans les testicules. Et faire une histoire, docteur Lamirande va t'expliquer. Le nom, c'est une épi quelque chose. Là. Je suis pas capable de le retenir. Mais ce qui est fou, là, il est 8h40, je sors de BPM Sport. Puis j'étais à 8h22, je sors de là à 8h32. Je m'assois, puis je me fais convaincre par madame que, hey, faites quoi, ça n'a pas de bon sens. J'appelle le bureau. C'est un monsieur qui répond. Fait que là, il me dit, j'y raconte, j'ai vu le docteur mardi, mais j'ai un problème là, de testicules. Fait que, il me dit, parfait. Il regarde ça, 10h40. On est tellement habitués au Québec, quel mois? Ah ouais. Toi, tu pensais pas qu'il allait te voir dans l'heure. 2 heures après. Ouais. Non, il dit ce matin. Fait que là, je suis allé. Puis effectivement, ils ont passé d'autres tests. Puis là, c'est la fameuse maladie qui commence par épi, que le docteur Lamirande va te dire. Et là, le problème, c'est que ça, c'est 28 jours d'antibiotiques. Puis là, t'es-tu correct? Là? Oui. Là, t'as plus Chaque matin, j'examine. Bon, alors là, tu es là, tu nous as raconté. Ce que tu veux mettre en lumière, c'est l'espèce de contraste absolument spectaculaire entre ce que tu as vécu à Riyad et aux États-Unis. Et non, je dirais que j'ai eu le même service dans les deux ça, pays. Je te dis, mais comparé à nous autres. OK, on va faire une pause là, pour les abonnés. On sera de retour après la pause. Pour les non-abonnés, vous pouvez toujours aller vous abonner. Si vous le faites, vous avez plus de services. Mais en plus de ça, vous nous donnez un coup de main à créer une espèce de modèle alternatif qu'on travaille à développer. Alors, allez pitonner sur Denis Lévesque 9 millions et vous pourrez vous inscrire. Et au retour de la pause, on va parler au docteur en question, Maxime Lamirande. Avec moi, Régent Tremblay, puis on parle de la bactérie qui l'a attaqué et qui a été soignée à Riyad et aux États-Unis. Ça a laissé Régent songeur et éventuellement même son médecin, parce qu'on a comme vu la différence qu'il y a entre les soins qu'on peut avoir ici et comparé aux autres. Alors, avec moi, le docteur, ou avec nous, le docteur Maxime Lamirande. Salut, docteur. Bonjour. Alors, est-ce que c'était si pire que ça, son affaire? Ben, honnêtement, oui, je pense qu'il était grandement malade, les gens. Il est quand même fait très fort. Il était capable encore de marcher, puis tu sais, il avait de l'énergie, mais il était pas loin de finir hospitalisé
Ah ouais. Ouais. Et là, Ouais. c'est une bactérie. Quand tu fais. Ben, dans le fond, c'est que chez les hommes, là, quand même, dès qu'on dépasse l'âge de 50 ans puis que la prostate devient plus grosse, Mhm. la majorité des hommes vont avoir une tendance à garder un petit peu d'urine dans la vessie. Ce qui fait que ça fait un milieu dans lequel il y a des bactéries qui peuvent se développer. Fait que la plupart des hommes en haut de 50 ans vont être porteurs de bactéries. Fait que s'il n'y a pas une bonne hydratation, si les facteurs, dans le fond, qui font que ça stagne sont mis en place, comme dans le cas de Régent, il n'a pas bu, bien là, tu peux avoir une prolifération de la bactérie, puis la bactérie peut prendre le dessus sur le corps, puis peut envahir. Et si tu as on appelle ça une infection urinaire, mais dans le cas de Régent, la particularité, là, quand on prenait ses signes vitaux, à ce moment-là, sa pression artérielle avait baissé, il est à peu près à 110 pression systolique. La normale va être en haut de 120. Probablement chez Régent, il doit être plus autour de 130 en général. Puis en plus, son pouls était rendu en haut de 100. Fait en gros, là, quand on voit ça, une pression qui baisse, un pouls qui accélère, ça, c'est le signe que le corps commence à avoir de la difficulté à se perfuser. Fait que c'est le signe que l'infection elle prend le dessus. Puis une infection, quand ça prend le dessus, ça rend les vaisseaux sanguins lousses. Fait qu'il commence à manquer d'oxygène dans le corps dans ce temps-là. L'oxygène est mal délivré. Il faut que tu agisses Là, rapidement. T'es rendu loin dans ce temps-là. Ben, c'est que si moi, on ne commençait pas à traiter, ça ne se serait pas renversé tout seul. Puis oui, il aurait fini avec nécessité d'y donner beaucoup de solutés, peut-être des médicaments pour supporter sa pression. OK. Alors, donc, étant donné que c'est assez rapide, les services là-bas, il n'a pas été aussi malade. Peut-être qu'au Québec, si on avait tardé un petit peu, parce qu'on attend, là. Tu arrives à l'urgence, ça ne passe pas dans l'heure, là. Tu passes 14, 16, 18 heures après, là. Oh, oui, mais normalement, avec un tableau comme ça, où est-ce que la personne se présente à l'âge de Régent avec des symptômes urinaires puis des frissons, suspicion de fièvre, normalement, tu es supposé de le voir rapidement. Il aurait dû être classé. Il aurait dû être classé P2, peut-être couché. Ça dépend c'est qui qui fait le triage. Ça, il y a une certaine latitude, là, mais quand même, il aurait été maximum P3. Moi, je pense qu'il aurait été classé P2, mais si, mettons, Régent serait arrivé, il aurait dit « Ah, je vais bien, c'est pas si pire que ça ». Peut-être qu'il aurait interprété que c'était une infection urinaire non compliquée. Il y a un P3, normalement, c'est assez rapide le délai, mais ça devrait être rapide, c'est-à-dire, mais tu n'auras pas un délai rapide avec un P3. Souvent, tu peux attendre un 3, 4, 5 heures. Oui, c'est ça. On est au Québec, ça, on le sait. Hey, moi, je suis un néophyte, mais Régent, c'est un grand chum du Doc Mayou. On en a parlé la semaine passée. Le Doc a eu, semble-t-il, une bactérie, en tout cas quelque chose qui s'est attaqué à ses reins, puis après ça, ça a gagné le reste du corps. Est-ce que ils peuvent avoir été à la même place et attraper une bactérie dans de la bouffe? Ou, parce qu'ils étaient souvent ensemble à des galas de boxe, Non, c'est que les bactéries qui vivent dans ton urine, c'est les propres bactéries qui viennent souvent de ta faune. OK, c'est toi-même qui crée ça, là. Puis j'ai lu, j'ai lu sur Internet, il y a des gens qui disent « Ah, ben ça, c'est parce qu'ils sont tous fait vacciner. » Non, je pense pas qu'il y a de lien entre ça et la vaccination, par contre, non. OK. C'est vraiment, le facteur de risque de ça, c'est l'âge. Après ça, c'est le fait de ne pas avoir bu. Mais il faut comprendre que chez les hommes, quand on dépasse l'âge de 50 ans, il y a vraiment un risque de faire des infections urinaires. Puis c'est en général une infection urinaire chez un homme, c'est plus dangereux que chez une femme. Ah ouais, ah bon. Chez une femme, c'est mais plus moi, je ne bois pas beaucoup non plus. bien. Depuis que Régent m'a raconté ça, j'essaie de prendre un peu plus d'eau, là. Puis quand on prend du café, moi, ça m'arrive de prendre plus de café dans la journée. C'est pas une bonne idée non plus, là, parce que ça déshydrate. Ça fait qu'on urine, mais ça déshydrate, c'est ça. Il n'y a pas de... Mais alors, on veut parler, les trois ensemble, on veut parler du système de santé québécois, parce que vous, justement, voyagez un petit peu partout aussi à travers le monde. Régent a eu l'occasion de voir sur le plancher la différence de rapidité, d'efficacité des traitements. Est-ce qu'on est pire qu'ailleurs au Québec? Est-ce que vraiment c'est moins bon qu'ailleurs? Comment vous voyez ça? Ben, j'ai fait une revue quand même hier là, de littérature un peu, je ne voulais pas dire de la foutaise, là. Le système québécois, c'est quand même un système qui est bien financé. Quand on regarde au niveau des montants qui sont investis per capita, puis par rapport au pourcentage du PIB, c'est pas un système qui souffre de sous-investissement. Il y a un peu moins de richesse ici que dans le reste du Canada, puis dans la plupart des pays de l'OCDE. Mais au final, quand même, on réussit à investir une bonne... L'investissement, il est correct. La qualité des soins est bonne, la qualité des soignants est exceptionnelle. Le cours de médecine, probablement un des meilleurs au monde, selon moi, puis c'est pas juste moi qui le dis, là. C'est assez facile en général quand tu es Canadien d'aller travailler ailleurs dans le monde parce que le diplôme est très reconnu. L'endroit vraiment où on est moins bon que les autres de loin, c'est sur l'accessibilité du système dans les premiers 24 heures, puis la capacité à avoir un médecin en dedans de 30 jours quand on a besoin. Mais vraiment, c'est pire qu'ailleurs parce que j'ai des amis français. Beaucoup pire. Ça là-dessus, si on regarde... Non.
Sur le délai d'attente, surtout pour voir un médecin en dedans d'1 heure, il n'y a aucun pays de l'OCDE, de ce que j'ai vu, puis même dans le monde, là, si on reste dans les pays industrialisés, si on va en Asie, il n'y a pas d'endroit où on va attendre plus longtemps qu'au Canada. On est les champions. Puis au Québec, on attend encore, je pense, plus longtemps que dans le reste du Canada. Mais là, je veux pas rentrer. Mais ça, c'est vraiment un point qui est reconnu, que l'attente pour rentrer. Mais comment se fait qu'on le sait? Comment se fait qu'on le sait, puis on fait rien? Un gouvernement après l'autre, on nous parle tout le temps d'urgence, puis... Mais la vraie question, c'est où va l'argent, docteur? Oui. Ben, l'argent, je pense qu'il est bien investi. C'est qu'il y a 2-3 phénomènes. Premièrement, la première chose, c'est qu'on est moins de médecins parmi les habitants ici que dans la plupart des pays de l'OCDE. Ah oui, pourtant, ils disent le contraire, eux autres. Le gouvernement, quand il négocie, on en a plus qu'ailleurs. Non, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Il y a 2,4 médecins parmi l'habitant au Québec sur les derniers chiffres que j'avais. Aux États-Unis, c'est 2,5, très semblable. Puis dans le reste du Canada, c'est aussi 2,5. Si tu vas en France, ça a déjà été plus. Sur le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 3. Et si tu vas en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, là, souvent, tu vas tomber au-dessus de 4. Là, on commence à être dans des ratios où est-ce qu'on a plus que 50% du nombre de médecins là-bas qu'on a ici. Fait que, tu sais, c'est quand même différent, la dynamique là-dessus. Maxime, il y a quelque chose pareil. Pendant les Olympiques à Londres, la femme de ménage est partie avec mes Pradaxa. Ce qu'on appelle un blood thinner, là. Bon, fait que j'appelle le docteur Sastier, le cardiologue, il dit Régent, vaut mieux faire des efforts pour trouver du Pradaxa à Londres que faire des efforts pour soigner un ACV. Ah ouais? Ouais. Fait que là, j'ai trouvé finalement, un hôpital, je m'en vais à l'hôpital, et ça m'a fait drôle parce qu'ils m'ont dit allez aux urgences. La clinique externe était de l'autre côté de la salle d'urgence. Là, je dis, l'urgence, sac. Tu sais, moi, arrivé à temps pour écrire mon texte pour demain. Fait que j'arrive là. La seule personne que j'ai vue dans la salle d'urgence, fouillez-moi, c'était un monsieur qui passait la vadrouille. J'arrivais là, ils m'ont entendu, ils m'ont donné des Pradaxa. J'ai dit, c'est combien? Non, ils ont dit, c'est parfait pour la... Ça fait partie du service. Ça fait partie du service. Donc, tu te sens... Mais docteur Lamirande, là, on parle du temps. Ouais. Moi, quand je rentre dans un hôpital, à Roberval ou au Lac-Saint-Jean, on avait un hôpital, écoute, c'était la place là, à Roberval, la principale industrie. Tu rentrais là-dedans, ça sentait le propre. C'était clean, là, ça brillait. Chicoutimi aussi. Chicoutimi. Puis il me semble, quand je rentre dans un hôpital aujourd'hui, j'ai tout à fait l'impression inverse. J'ai l'impression que ça sent pas bon, c'est moins... Non, ça a l'air moins... Les coussins sont déchirés d'un Mais est-ce que, justement, on est en train de paranoïer, le Régent puis moi, ou c'est le cas, là? Ben, c'est comme je dis, la qualité des soins est pas... Vraiment, le problème il est sur l'accessibilité, ça, je suis d'accord. Là-dessus, il y a un problème d'accessibilité qui est majeur. Dans mon cas, l'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, mais ça, on peut s'obstiner. Il y en a qui disent qu'on en a assez. Historiquement, dans le reste du Canada, il était, comme je dis, je pense, plus rapide que nous un peu au niveau des délais d'attente. Mais ça reste que, par rapport aux autres pays, on est quand même habituellement à la remorque. Ça, il y a vraiment l'air d'avoir un problème là-dessus. Je pense que si on augmentait le nombre de médecins, forcément qu'on augmenterait l'accessibilité. Mais le problème aussi en médecine, c'est que la demande a une forme d'élasticité. Ça veut dire que plus tu augmentes l'offre, plus la demande suit. Quand tu es dans des domaines, dans le domaine privé, tu vas avoir un ticket modérateur qui va venir implicitement parce que les gens vont être plus réticents à aller dépenser leur argent personnel. Ça, c'est vrai. Le Régent a payé à Riyad, il a payé en Floride, alors qu'il ne paye pas quand il rentre ici. Et vous pensez que juste le fait de ne pas payer, même si tu es remboursé par les assurances, ça fait que tu y vas moins souvent ou tu fais plus attention? Oui, tu y vas moins. Ça, c'est clair que si tu n'as pas un remboursement universel, tu as moins d'utilisation des soins de santé. Ça, c'est la chose. La plupart des pays dans le monde, à peu près tous les pays de l'OCDE, le seul pays, je pense, qui n'a pas d'universalité dans sa couverture, c'est les États-Unis. Encore, il y a une partie de la population qui n'est pas couverte. Moins pire depuis le passage d'Obama, parce que là, il y a eu une loi qui a forcé les gens à aller prendre l'assurance. Mais après ça, on rentre dans des méthodes, là, un coup que l'universalité est garantie, là, il y a quand même des modes de financement qui vont être différents. Exemple, en Corée du Sud, là-bas, tous les hôpitaux sont privés. Puis, il y a une loi qui empêche les hôpitaux de faire des profits. Je ne suis pas sûr que cette loi-là est pertinente, mais bref, les hôpitaux sont quand même privés. Le financement est public. Donc, le gouvernement va payer des prestations en fonction de les gens qui vont à l'hôpital pour que ces gens-là soient traités.
Mais l'administration de l'hôpital puis les motifs de l'hôpital à prodiguer des soins, ça va être organisé par des fonds privés. Mais en tout cas, ils se font pas dire. Ici, au Québec, Québec, c'est un modèle d'universalité, mais en plus, l'organisation des soins, ça veut dire toute la collecte de données, puis l'organisation du plateau technique, tout ça, est complètement organisé par le gouvernement. Il n'y a pas de financement privé, là. Oui, mais si regarde, on veut avoir... Maxime, oui? Voir un urologue au Québec, ça prend combien de temps? Ah, c'est long, à peu près, pour n'importe quoi, si ce n'est pas une urgence importante. Puis même, je trouve, honnêtement, depuis la pandémie, même quand c'est des urgences plus importantes, c'est difficile de faire voir des gens en spécialité. Puis comment ça se fait qu'à l'urgence... Définitivement du sable dans l'engrenage. Puis qu'à l'urgence, c'est 10, 12, 15 heures. Puis il y a des histoires d'horreur qu'on connaît, nous autres, qu'on raconte pas. Là. On donne la moitié de notre salaire au gouvernement. Moi, je veux pas, parce que quand même, là, j'ai été... je me suis pas énormément impliqué dans la gestion de l'hôpital. Mon père, moi, il a été DSP à 14 ans. Je l'ai vu aller longtemps et investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie là-dedans. Un gars extrêmement positif. Je trouvais dans un contexte qui était parfois très difficile, très précaire. Puis, c'est pas une job facile. Il n'y a pas d'incitatif pour les gens nécessairement à en donner plus. Les gens vont être salariés. Les gens vont être syndiqués. Peu importe qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital, on ne réussira pas à faire la job comme il faut presque tout le temps. À l'urgence, exemple, quand même que tu te forces le derrière à faire le maximum que tu peux, tu vas finir avec la salle d'attente qui risque d'être pleine. Et tu ne seras pas capable à ce moment-là de libérer ta salle. Puis tu le vois, là, quand tu n'es plus capable de faire la job, ce que je trouve que ça fait sur le plancher, c'est que ça tue le sentiment d'appartenance. Ça tue le sentiment de fierté. Tu as l'impression que peu importe ce que tu vas faire, ça va être comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va rien changer à la situation globale. Beaucoup de gens ici quittent l'urgence avant d'avoir été vus parce que tout simplement, ils désespèrent. Fait que quand tu vois les gens là, qui attendent au bout de 8, 9 heures, 10 heures, la première chose, c'est que si tu leur dis qu'ils n'ont rien, puis que tout est beau, puis qu'ils peuvent s'en aller, puis que si ça ne va pas, ils ont juste à revenir, puis ils vont être vus, ben écoute, là, ça ne leur tente pas de s'en aller, puis de dire, ben au pire, je vais revenir. Fait que là, ils disent, ben écoute, fais quelque chose, fais-moi une prise de sang, fais-moi un test. Mais là, tu leur dis, écoutez, pas vraiment de test à faire, mais ça finit quand même qu'il y a une pression qui en revient à faire un geste juste pour le principe de faire le geste. Pour que le patient, il sente qu'il a été écouté et qu'il a été encadré, parce que sinon, il a fait 10 heures d'attente, tu dis, écoute, t'as rien, va-t'en à la maison, ça va passer. Fait que quand le patient a attendu juste 20 minutes, là, 1 heure, là, tu lui dis ça, puis en plus, il sait que s'il revient, il va être vu en dedans d'1 heure, ben ça le dérange moins. Et ça, c'est important, il y a une pression qui fait en sorte qu'on va faire des gestes, des fois, qui ne sont pas nécessairement indiqués. Puis on y va pas à l'urgence. Moi, il y a des fois, j'ai fait... Ben non, c'est sûr, c'est l'enfer. J'ai fait des choix. Des fois, ça me... Penses-tu que je vais aller attendre 12 heures pour telle chose? Puis en plus de ça, le ministre, il nous rend coupables. Pendant le temps des fêtes, il nous dit, là, allez pas à l'urgence. Si vous êtes malade, vous filez pas, là, ben appelez le 811. T'appelles le 811, on va vous répondre dans 45 minutes. Et j'ai une voisine chez nous qui avait une bosse sur un sein. Elle dit, bon, ben, je vais aller voir un médecin de famille, j'ai pas de médecin de famille. Qu'est-ce que je vais voir? Une clinique sur rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous, c'est plein. Alors, elle se fait dire, elle téléphone au 811, allez à l'urgence. J'ai une bosse sur un sein, puis il faut que j'aille à l'urgence. C'est sûr que si tu traites les bosses sur les seins à l'urgence, ça marche pas. Puis le ministre a beau nous dire que c'est notre faute. C'est pas de notre faute, c'est lui qui organise ça, l'autre côté. Là. Tony Marinero, notre célèbre confrère, Tony, il a une infection urinaire. Bon. Donc, ça ne boit pas assez chez les chroniqueurs de sport. Oui, mais Tony s'est retrouvé vraiment malade. Là. Finalement, lundi matin, il se décide, il s'en va, vendredi matin, c'est-à-dire, il s'en va à La Salle, une clinique privée, parce que là, il voulait absolument voir un médecin. Il n'était pas capable de voir un médecin. Il arrive là, la porte est barrée. Il faut que ça vous prenne un rendez-vous. Il a essayé d'appeler pendant 1 heure, pas capable d'avoir personne ne répond. Fait que là, il va cogner dans la porte, mais la porte est barrée, il y a 4 personnes en dedans. Finalement, il y a quelqu'un qui répond. Mais là, il est là. Ils ont dit, allez attendre dans l'auto, le docteur va vous appeler. Là, il est 9 heures. Le docteur a rappelé à 11h15. Qui attendait dans son char? Oui, devant la porte. Mais c'est l'ultime patente à gosse, ça. Non, mais explique-moi comment ça marche. Ah, ouais.
Mais docteur Lamirande, vous parliez de difficulté d'y avoir accès. Puis c'est vrai, tous ceux qui ont été soignés pour des gros cas, là, je sais pas, des cancers. Moi, j'ai fait un infarctus il y a longtemps, puis vraiment, c'était A1 de ce que j'ai reçu comme soin. Mais il faut que tu rentres. C'est ça l'affaire, il faut que tu rentres. C'est fondamental, on le sait. Ça fait 40 ans qu'on a ce problème-là. Je comprends pas qu'on ne l'ait pas résolu. Bien, honnêtement, en ce qui me concerne, là, si j'avais regardé les choses, comme je dis, là, je pense qu'il faut au final former plus de médecins. On aura beau dire qu'on est capable d'arriver avec le nombre qu'on a là. Effectivement, ça fait 40 ans qu'on a l'impression que la situation ne va qu'en se dégradant. L'accessibilité, c'est pas vrai qu'elle est plus facile. Les gens n'ont pas plus de médecins de famille. Fait que j'ai l'impression qu'il faudrait au moins consentir à regarder cette hypothèse-là, de se dire, est-ce qu'effectivement on a le nombre de médecins pour répondre à la demande? Sinon, est-ce qu'on est capable d'amener d'autres professionnels participer à l'effort, compenser? Mais je pense que la pierre angulaire dans un système de santé, à la base, là, il faut idéalement que la grande majorité, pour ne pas dire la totalité de la population, ait un médecin de famille à qui se référer pour tout ce qui est non urgent. Non urgent, là, ça veut dire si tu n'es pas pour mourir dans l'heure qui suit, puis que ça peut attendre une journée, tu devrais normalement être capable d'aller voir ton médecin. Ouais, Ça, en partant, ça désengorgerait les urgences, ça éliminerait les P4, les P5, ça limiterait même les P3 là, qui sont gérables au bureau parce qu'il y en a quelques-uns. Et ça te mettrait dans une situation beaucoup plus facile. Moi, ma belle-sœur est d'origine espagnole, puis là-bas, les soins, c'est par quartier. Tu es dans un quartier, tu as une adresse, puis tu as un problème, tu rentres dans la clinique, tu es nécessairement dans la clinique, tu peux t'inscrire, tu montes ton adresse, OK, assis-toi là, puis ça prend une heure, puis parce qu'ils sont sûrs du nombre de personnes qui vont être là, parce qu'ils savent combien il y a d'habitants dans le quartier. Oui, mais comme je dis, on n'est pas capable d'offrir le nombre pour répondre à la demande. Après ça, comme je dis, il y a une perte, en tout cas à l'hôpital. Moi, j'étais à l'hôpital de Trois-Rivières, j'ai été à l'urgence jusqu'en 2018. En ce qui me concerne, tout ce qui est sentiment d'appartenance, fierté, la capacité à donner l'extra sauce, les gens, là, ils travaillent très fort, là, mais comme je dis, c'est décourageant de faire ça. C'est un puits sans fond. Il faut s'arrêter. Tu viens jamais à bout. Il faut s'arrêter, mais la conclusion, c'est que ça, là, cette partie, je sais que le nouveau ministre de la Santé, il n'est plus nouveau, là, mais le ministre de la Santé québécois, M. Dubé, dit je fais ma réforme. Il faut qu'on soigne nous autres. Puis c'est global, puis tout. Bon, c'est global. Mais la patente à gosse, là, c'est l'urgence. C'est l'entrée. Où c'est que je vais quand je suis malade? Et ça, pour nous autres, le patient, là, c'est fondamental. Mais il y a pire que ça, là. On est en train de vivre ce qui se vivait en Union soviétique dans les années 80. Ça s'appelle la nomenclatura. Une des richesses de la vie, c'est d'avoir un chum docteur. Ouais, t'es mal pris, t'appelles Maxime. Ah, mais le pire, c'est que t'es docteur. Maxime, quand tu vas prendre ta retraite, organise-toi pour avoir des amis docteurs. Moi, j'ai un chum docteur qui vient de prendre sa retraite, puis il n'y a pas personne pour le soigner. Puis, tu sais, il ne peut pas s'auto-guérir. Hey, merci à vous deux, ça a été fort intéressant. On va sûrement reparler de ce système de la santé. Ah, écoute, on pourrait en parler tellement longtemps. Hein. Mais honnêtement, l'accessibilité, là, je trouve que ça n'a pas d'allure. C'est l'honneur. L'honneur de la oui, mais ça n'a pas de sens. Absolument. Merci à vous deux. Merci. Bye-bye. Merci. On se retrouve vous autres la prochaine fois. Bye.